voudrais maintenant vous introduire un autre type de récepteur glutamatergique que le récepteur AMPA ou le récepteur kainate que nous avons vu tout récemment. Ce sont aussi des récepteurs ionotropes au glutamate et ce sont les récepteurs NMDA. De nouveau, ce n'est pas nécessaire que vous mémorisiez cet acronyme N-méthyl-D-aspartate et nous allons l'appeler récepteur NMDA ou NMDAR. La manière de fonctionner du récepteur NMDA ressemble à celle des autres récepteurs ionotropes, mais il y a une exception. Alors, comment ça se passe? Quand du glutamate, qui est le neurotransmetteur qui va s'y lier spécifiquement, le glutamate est libéré par la cellule présynaptique, ici nous voyons la terminaison présynaptique, et qu'il évolue dans la fente synaptique, il peut rencontrer au niveau postsynaptique, voici une épine dendritique, des récepteurs qui le reconnaissent comme les AMPAR et d'autres les NMDAR, selon les récepteurs qui sont exprimés. Mais très souvent, on trouve plusieurs types de récepteurs au glutamate au niveau postsynaptique. Souvenons-nous qu'une cellule présynaptique ne synthétise et ne libère qu'un seul type de neurotransmetteur, et une cellule postsynaptique peut avoir plusieurs types de récepteurs et aussi des récepteurs à d'autres neurotransmetteurs. Alors, le glutamate, s'il se lie à l'AMPAR, AMPA récepteur, cette liaison entraîne l'ouverture du canal sodique, le sodium entre. Si le glutamate se lie au NMDAR, le récepteur NMDA, le canal s'ouvre, c'est un canal calcique, mais le calcium qui devrait entrer, puisqu'il est présent en plus grande quantité dans le liquide extracellulaire que dans le liquide intracellulaire, le calcium ne peut pas entrer. Parce que dans le canal calcique, dans ce canal ionique, se trouve un ion de magnésium qui est un gros ion, et cet ion empêche le passage du calcium. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le calcium passe? Il faudrait que la cellule postsynaptique soit moins positive, soit dépolarisée. Parce que le magnésium, s'il reste là, c'est non seulement parce qu'il y a un site qui le reconnaît, mais c'est parce que ce magnésium qui porte 2 charges positives est attiré par l'intérieur de la cellule. Il ne peut pas traverser le canal, il est trop gros, mais ces charges positives rendent l'intérieur attirant, l'intérieur attractif parce qu'il est négatif, chargé négativement par rapport à l'extérieur. Vous voyez, donc si je mettais notre récepteur NMDA ici, il y a dans le récepteur NMDA un gros ion de magnésium, et ce magnésium est attiré par l'intérieur de la cellule qui est plutôt négatif, cet environnement qui est négatif. Ça, c'est ce qui se passe quand du glutamate, je vais le représenter par un petit triangle là, du glutamate est lié au récepteur NMDA. Ce même glutamate, en même temps, donc d'autres molécules de glutamate qui ont été libérées en même temps, qui viennent même de la même vésicule, peuvent se lier au récepteur AMPA. Et cette liaison-là, beaucoup plus simplement, va ouvrir le canal et permettre l'entrée d'ions positifs. Si cette opération est répétée, par exemple parce qu'il y a eu un train de potentiel au niveau présynaptique qui a libéré beaucoup de glutamate. Un train à haute fréquence, on a beaucoup de glutamate qui est libéré, et ce glutamate, au niveau du récepteur NMDAR, n'aura pas l'effet de produire un PPSE, un potentiel postsynaptique excitateur. Par contre, on aura une sommation temporelle, ici, de plus en plus, le sodium va entrer, et ce sodium va dépolariser la membrane au point que le magnésium ne sera plus attiré, et il va quitter son site de liaison dans le NMDAR. Donc on se retrouvera dans une situation qui est plutôt comme ceci, où on a notre NMDAR
dont le canal est libéré et la liaison du glutamate, le neurotransmetteur, à son récepteur, le NMDAR, permettra alors le passage d'ions, en l'occurrence ici d'ions calciques, puisque c'est un canal calcique, et vous voyez que le calcium va entrer. Le calcium étant chargé positivement, va faire une première chose, c'est dépolariser la cellule. Donc en 1, on a une dépolarisation. Cette dépolarisation, vous la voyez bien, ce sont des ions positifs qui sont passés de l'extérieur à l'intérieur. Ça dépolarise la membrane. Mais le calcium a aussi d'autres rôles parce que c'est du calcium. Le calcium peut activer des enzymes, notamment une enzyme qu'on appelle la calcium calmoduline, protéine kinase 2. Alors, beaucoup de mots. Le calcium, c'est le calcium. Et puis, qu'est-ce que nous reconnaissons encore? Une protéine kinase. Et vous savez peut-être par d'autres cours qu'une protéine kinase est une enzyme qui phosphoryle des protéines, qui phosphoryle des substrats. C'est-à-dire qui rajoute un groupement phosphate que je symbolise ici comme ça. Alors, on ne va pas retenir calcium, calmoduline, protéine kinase 2, on va l'appeler la CAMK2. Donc, deuxième effet, le calcium active la calcium, calmoduline, protéine kinase, la CAMK2. La CAMK2, quand elle est activée, phosphoryle une série de substrats, une série de cibles, et notamment le récepteur AMPA-R. L'effet de la phosphorylation de l'AMPA-R est que quand le récepteur a son canal ouvert, le canal reste ouvert plus longtemps. Donc si l'AMPA-R est activé, cette activité dure plus longtemps. Et si elle dure plus longtemps, il y a plus de sodium qui peut entrer. Et donc, le potentiel postsynaptique qui est généré est augmenté, puisque plus de sodium va entrer, on aura une dépolarisation qui est plus importante. Donc il s'additionne, qui va durer au total plus longtemps. Et donc arriver à une amplitude plus importante. Et donc, avec la réponse électrotonique qui va pouvoir amener ce PPSE jusqu'au IL, on aura plus de chances d'atteindre le seuil et de produire un potentiel d'action. Vous voyez, premier effet, la dépolarisation par les charges positives que porte le calcium. Deuxième effet, l'activation d'enzymes comme la CAMK2. Et la CAMK2 a notamment pour effet de phosphoryler l'AMPA-R, le récepteur AMPA. Et cette phosphorylation va rendre le potentiel postsynaptique excitateur, qui est produit par l'AMPA-R, plus important. Donc on a un PPSE ici, on en a un là, et puis bientôt, quand toute cette boucle est activée, on a des PPSE qui sont plus grands. On parle donc entre l'AMPA-R et le NMDAR de coopérativité, puisque l'action de l'un a un effet positif sur l'autre, et puis l'action de l'autre a un effet positif sur l'un aussi. Donc quand l'AMPA-R est fortement activé, eh bien, le NMDAR peut enfin devenir actif, et puis même cette activation du NMDAR va rendre l'activation ou l'activité de l'AMPA-R activé plus importante. C'est la coopérativité. Cette coopérativité se voit à l'étage postsynaptique entre les récepteurs AMPA et les récepteurs NMDA. Troisième action du calcium. Le calcium peut activer d'autres enzymes, notamment une enzyme qui s'appelle la NO-synthase. NO-synthétase ou NO-synthase. Alors, par ce suffixe ase, vous reconnaissez qu'il s'agit
d'une enzyme, c'est-à-dire d'une protéine qui a une action, non pas une protéine de structure, mais une protéine qui est entraînée dans une réaction chimique. Et quelle réaction chimique? Une réaction de synthèse. Qu'est-ce que cette enzyme synthétise? Du NO, c'est-à-dire de l'oxyde d'azote, de l'oxyde nitrique. Le NO, c'est la formule où là, il y a l'azote, ici il y a l'oxygène, c'est la formule de ce gaz qui est l'oxyde nitrique. Donc le calcium, qui a pu entrer à la faveur de l'ouverture du NMDAR grâce à la dépolarisation, a activé la NO-synthase, qui a fabriqué du NO. Et que fait ce NO? Ce NO peut remonter et n'étant ni hydrophile ni hydrophobe, et donc ni hydrophobe ni lipophobe, il n'a peur ni du compartiment aqueux, donc du compartiment surtout de l'eau, ni du compartiment plutôt graisseux de la double couche phospholipidique de la membrane. Il peut traverser la membrane. Et le voici dans la fente synaptique, et il peut traverser la membrane présynaptique, et il peut favoriser encore, faciliter encore la libération de neurotransmetteurs. Donc le NO, qui est synthétisé au niveau postsynaptique, remonte jusqu'à l'étage présynaptique et facilite la libération du message chimique présynaptique, c'est-à-dire du neurotransmetteur. Donc vous voyez, il va y avoir plus de neurotransmetteurs, et donc là aussi, les PPSE vont augmenter, puisque la même impulsion qui avait donné lieu à un PPSE, une fois qu'on a enclenché ce système, va résulter en la libération de plus de glutamate, c'est-à-dire plus d'effets du glutamate, donc des PPSE plus importants. Donc voici 3 effets du calcium qui est passé par le récepteur NMDA. Ce renforcement entre l'étage postsynaptique et l'étage présynaptique s'appelle l'associativité. De la même manière que nous avons décrit la coopérativité au niveau postsynaptique entre les AMPAR et les NMDAR, voici l'associativité qui est ce renforcement mutuel entre l'étage postsynaptique et l'étage présynaptique, entre cette activation du NMDA et la libération du glutamate. 4e effet du calcium. Le calcium peut aller jusqu'à l'ADN. Jusqu'à l'ADN qui est dans le noyau de la cellule. Vous voyez, ces ions de calcium peuvent diffuser au sein de la cellule, ça va prendre plus de temps, et certains d'entre eux vont se retrouver dans le noyau. Et dans le noyau, ils vont favoriser la lecture de certains gènes. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique arrangés en chromosomes qui sont repliés. Vous avez vu les histoires de chromatine, etc. dans d'autres cours peut-être. Mais en tout cas, vous savez qu'ils portent le code génétique, c'est-à-dire le code de la synthèse d'une série de protéines. Des protéines, notamment des protéines d'AMPA. d'AMPA-R, pardon, de récepteurs à AMPA. Et donc, cette action, à plus long terme, puisque ça va prendre plus de temps, bon, non seulement il faut que le calcium arrive jusqu'à l'ADN, et puis il exerce une action qu'on appelle épigénétique, c'est-à-dire une modulation de l'expression des gènes. Le calcium, en se liant à certains sites, module l'expression de certains gènes, va augmenter, favoriser l'expression de gènes qui ont un rôle aussi dans la transmission synaptique, notamment les gènes des protéines constitutives de l'AMPA-R. Tout ceci résulte en une augmentation en fait très marquée des PPSE à condition d'avoir pu activer ce système NMDA.
Et vous vous souvenez que le début de l'histoire ne permettait pas l'action du NMDA. Le début de l'histoire, pour activer le NMDA, devait impliquer une grande dépolarisation. C'est-à-dire que si la cellule postsynaptique est fortement activée, activée de manière répétée et forte, alors on peut enclencher toute cette séquence d'événements qui aboutit à renforcer la réponse postsynaptique à la stimulation présynaptique. Et nous allons revenir plus précisément sur ce concept de renforcement synaptique et voir comment il s'applique. Alors, voyons juste de cette illustration. On avait observé celle-là, épine dendritique du neurone postsynaptique. Regardons la même chose. Ici, le NMDA peut maintenant être activé puisque l'ion de magnésium a été expulsé du canal calcique qui est le canal du récepteur NMDA et du calcium est entré. Alors, dans cette version de l'histoire, il y a aussi du sodium. Je simplifie un tout petit peu en racontant dans le cadre de ce cours que c'est surtout du calcium qui entre. Donc, nous pouvons, dans le cadre de ce cours, oublier cette entrée de sodium, mais vous devinez bien, si vous y avez accès là, que le sodium aussi renforce le PPSE. Mais le calcium va engendrer la LTP, dont nous parlerons un petit peu plus tard, qui est la potentialisation à long terme de la synapse.